Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Un rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi en direct, 16h, pour répondre à vos questions d'argent, comme son nom l'indique. Une émission réalisée en compagnie du Point. Et nous allons aujourd'hui parler immobilier. 25 millions de Français sont propriétaires de leur logement en France. Et ça ne leur a pas échappé, les taxes foncières ont fortement augmenté, un dérapage de 21% sur les 5 dernières années. Pour en parler, nous allons bien recevoir Paul Philippot, le délégué général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Mais auparavant, Laurent Salard, qui nous accompagne, qui travaille au Point, qui est la Madame Argent du Point, va nous expliquer quelles sont les actualités concernant l'épargne et le patrimoine qu'elle a notées cette semaine. Laurence, bonjour. Alors on va avoir deux bonnes nouvelles cette semaine. D'abord, les députés ont rétabli la réduction d'impôt sur les frais de scolarité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les contribuables qui ont des enfants. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est la résistance de la bourse qui, malgré le shutdown aux États-Unis, s'est maintenue et le CAC affiche une progression maintenant de 16% depuis le début de l'année, ce qui le met à son niveau d'avant la crise. Donc deux très bonnes nouvelles avant de parler d'une moins bonne nouvelle. Alors voilà, la moins bonne nouvelle concerne les taxes et on peut voir dans votre page consacrée à l'argent cette semaine dans le Point qu'à côté de ce sujet concernant les taxes, on va voir à l'antenne tout de suite que c'est en effet la une de Point de la semaine, votre argent. Et bien à côté, il y a une petite rubrique sur la hausse des taxes de l'or. En fait, quand on tape dans Google actuellement taxes, il y en a sur tous les sujets en France concernant le vin, l'iPad. Absolument. C'est la boîte de Pandore. Bercy a une imagination folle. Dès qu'il y a un problème, on invente une taxe. Bon, alors, revenons à la taxe qui nous concerne cette fois-ci, la taxe foncière. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en direct pendant l'émission à notre expert Paul Philippot, délégué général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous regroupez 200 000 membres au travers d'une centaine d'associations un peu partout sur le territoire. J'imagine que ça râle pas mal parmi vos membres au vu de ces chiffres, plus 21% d'augmentation de taxes en 5 ans. Oui, c'est effectivement un motif d'inquiétude et de déception des propriétaires qui sont confrontés à une hausse immodérée des taxes foncières, mais aussi des taxes d'habitation. Et on verra tout à l'heure quelles sont les causes de cette augmentation, mais c'est effectivement un motif d'inquiétude. On peut le voir dès maintenant, les causes. Ouais, en fait, la cause essentielle, c'est le dérapage des dépenses dans les collectivités territoriales. On sait maintenant, avec le rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur les finances locales, que notamment concernant les frais de fonctionnement, ceux-ci ont augmenté de 3,1% chaque année depuis les années 80, en plus de l'inflation, c'est-à-dire 3,1% en plus de l'inflation, uniquement pour les frais de fonctionnement. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités d'économie dans les dépenses des collectivités territoriales, et c'est le souhait de l'UNPI, et c'est le message que nous essayons de faire passer auprès des pouvoirs publics, de modérer les dépenses, tout simplement. Mais les collectivités territoriales qui vous disent que ce n'est pas de notre faute, c'est l'État qui nous donne, qui délègue de plus en plus. Non, c'est vrai que l'État délègue un certain nombre de responsabilités aux collectivités. C'est vrai aussi que l'État a tendance, et c'est manifeste aujourd'hui, a tendance à réduire sa contribution aux collectivités. Mais on sait, tout le monde le dit, enfin tous les Français le savent aussi, qu'il y a des possibilités d'économie substantielles dans les collectivités. On ne va pas citer d'exemple, mais le rapport de la Cour des comptes le montre vraiment. Par exemple, les frais de publicité, les frais de communication, qui représentent 1,5 milliard, si vous voulez, on peut sans doute faire quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que c'est la plus grosse augmentation qu'on ait vue, demande un internaute, plus 21%? Oui, c'est une augmentation. En moyenne, parce que c'est très disparate. Laurence, vous avez publié des chiffres. Absolument, ça va de plus 68% à plus 10%. Ouais. Donc, quand même, 68% c'est Nîmes, les pauvres voilà, Nîmois. Exactement. Alors les 21,7%, c'est la moyenne France entière, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a une situation évidemment très hétérogène selon les collectivités. Les chiffres d'augmentation, par exemple pour Paris, sont très élevés, de 60%, 48% si on tient compte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais ce chiffre d'augmentation très élevé pour Paris, il faut évidemment le tempérer en disant tout de suite après que le niveau de la taxe foncière à Paris est effectivement beaucoup plus modéré que dans d'autres villes. Au-delà, c'est un sujet qui intéresse de nombreux Français, je rappelais 25 millions de propriétaires. Comment se comportent les prix? C'est quelque chose que vous suivez, j'imagine aussi les prix de l'immobilier. Qu'est-ce que vous
Les prix, c'est difficile de donner une indication, si vous voulez, France entière, parce qu'on a vraiment, en fait, on a deux France. On a les zones tendues, Paris, la région parisienne, certaines zones littorales, Lyon, etc., où là, finalement, la situation se porte assez bien. On ne voit pas, à la suite de la crise de 2008, un effondrement des prix. Personne n'a vu d'effondrement des prix dans ces zones. Mais dans les zones rurales, dans les zones plus défavorisées sur le plan économique, là, il y a vraiment une chute manifeste des prix. Sur les taxes foncières, moi je voudrais rajouter quand même que c'est devenu quand même insupportable. Ça représente 2 mois de loyer pour un locataire, pour un propriétaire qui loue par exemple, et ça représente 1 mois, je crois, pour un propriétaire occupant, quoi. Donc ça commence à être une charge importante. Au départ, les taxes foncières, on les payait sans s'en rendre compte. Oui. Maintenant, pour un ménage, c'est une véritable charge. Un internaute, Romain, nous demande est-ce qu'il existe des moyens pour alléger sa taxe foncière? Non, enfin il y a des motifs d'exonération évidemment, bon, en fonction des revenus, etc., de l'âge, mais des moyens pour alléger sa taxe foncière, non. Il y a des moyens pour l'augmenter, mais pas, a priori pas pour la différence. La taxe, elle se décompose en fait en une partie, en une augmentation qui est due à l'État, qui est l'augmentation de l'assiette. Je crois que c'est à peu près l'inflation, 1% en 2012. 1,8 en 2013. 1,8% en 2013, et puis le taux voté par la commune, le taux voté par l'intercommunalité et le taux voté par le département. Et si les maires font attention, les départements, eux, sont assez gourmands. Bon, ça répond à la question de Sylvie qui demandait comment était calculée cette taxe et qui décide de son augmentation. Justement, on est en période électorale, enfin préélectorale. En 2014, il y a des élections municipales. C'est inquiétant parce qu'on imagine qu'ils se sont quand même un peu retenus au niveau des communes. Les maires se sont retenus. Mais ce qui est intéressant de souligner, si vous voulez, c'est que chaque année, la loi de finances prévoit un taux de revalorisation des valeurs locatives, des bases, et donc 1,8% en 2013. Et la justification de cette revalorisation, c'est justement le fait, pour les pouvoirs publics nationaux, d'éviter aux collectivités d'augmenter leurs taux. Or, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on a la réévaluation des bases chaque année par la loi de finances, et on a aussi l'augmentation des taux. Alors qu'en bonne logique, on devrait avoir uniquement la revalorisation des bases. Alors, ce n'est pas le seul sujet qui préoccupe les propriétaires immobiliers en France. Il y a pas mal d'autres sujets sur la table, notamment la loi Allure. C'est un autre sujet pour vous, j'imagine, de mécontentement? Oui, c'est un sujet de préoccupation. On rappelle le concept. Bon, le projet de loi Allure de Madame Duflot, c'est un projet très ambitieux, très vaste, avec un certain nombre de volets concernant l'urbanisme, la copropriété. Il n'y a pas que les rapports locatifs. Il y a un volet HLM, etc. Donc, il n'y a pas forcément que des mauvaises choses dans le projet Allure. Il y a un certain nombre de choses intéressantes concernant le volet copropriété, notamment une nouvelle réglementation des professions. Bon, un certain nombre de choses intéressantes pour la copropriété, mais en ce qui concerne les rapports locatifs, et notamment le mode de fixation des loyers, on va arriver sans doute à un système extrêmement compliqué, très rigide, et à notre avis qui sera très peu fiable, et qui sera un motif de découragement considérable pour les investisseurs. Il y a 2 mesures qui fâchent. Il y a l'encadrement des loyers, et puis la création de ce qu'on appelle la garantie contre les impayés, la GUL, garantie universelle des loyers. C'est vraiment les 2 sujets parce que ça va se traduire pour les propriétaires par une hausse. Et alors, on a vu des mouvements s'organiser, notamment autour d'Internet. On se souvient des pigeons qui ont fait reculer le gouvernement sur certaines lois. Récemment, la taxe sur l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Est-ce que vous avez l'intention de vous organiser justement pour essayer de desserrer ce qui vous semble trop serré? Oui, on a une action assez forte, notamment concernant la garantie universelle des loyers. On est farouchement opposé à la création d'une nouvelle taxe. Aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de créer une nouvelle taxe. Mais qu'est-ce que vous faites alors pour alerter les pouvoirs publics? On proteste sur les réseaux sociaux, on a envoyé un certain nombre de pétitions au président de la République, à la ministre du Logement, etc. Vous avez l'impression d'être entendu? Écoutez, on est sans doute écouté puisqu'il y a un rapport qui est pour l'instant tenu secret de l'Inspection générale des finances, qui a été commandé par le gouvernement concernant ce projet de garantie des loyers. Et il semble, enfin on n'a pas le rapport, mais il semble que l'IGF soit farouchement opposé à la création d'une nouvelle taxe pour financer la GUL. Donc c'est quand même un point positif. J'espère que ce rapport sera rendu public prochainement. En général, tout est rendu public, Laurence. Alors, il y a les parlementaires qui, en plus, viennent de décider de reporter le projet à 2016 en disant jusqu'en 2016, on n'a pas le financement.
Donc, on verra ça dans le projet de loi de finances pour 2016. Donc, on reporte les délais. Hein. Un internaute nous demande pourquoi est-ce que la taxe foncière et l'augmentation changent d'une ville à l'autre. C'est vrai, c'est une bonne question en fait. Pourquoi est-ce que si j'habite à 10 km de ma famille, par exemple de mon cousin, il va payer moins ou plus? C'est une taxe locale. C'est une taxe locale. Alors, à part l'augmentation de l'assiette, là, qui est générale pour tout le monde, hein, pour tous les Français, quel que soit le lieu d'habitation. En revanche, les taux, c'est voté par les communes, les intercommunalités et les départements. Donc, selon le département et selon la commune, on n'a pas le même taux. C'est bien ça? Oui. Un autre internaute demande: je n'ai jamais réussi à recalculer cette taxe ni à l'estimer en fonction des revenus. Il n'y a aucun calculateur. Les éléments de base fournis sont obscurs. Qu'est-ce que vous répondez, Laurence, à ça? C'est vrai que ce n'est pas facile de lire son avis d'imposition. L'avis d'imposition, il est fait par l'État. C'est l'État qui l'envoie, qui reçoit d'ailleurs l'argent et qui le redistribue après aux communes ou aux départements. S'y ajoute en plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a été globalisée. Donc entre la taxe d'habitation, la taxe foncière, la TEOM, comme on dit, difficile de s'y retrouver, c'est sûr. Et ce que vous dites, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est un 13e mois, quasiment un 3e loyer. Maintenant, c'est un 13e mois. Et beaucoup de propriétaires qui déjà ont eu du mal à acheter, qui ont leur charge d'intérêt, n'avaient pas pris en compte ça, et ça pose des problèmes parfois de trésorerie, des trésoreries. Surtout que ça se cumule avec la taxe d'habitation pour les propriétaires occupants. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe sinon dans votre fédération? Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous êtes vigilant? Bon, un des sujets majeurs aujourd'hui qui préoccupe les investisseurs, les propriétaires, c'est la fiscalité. Si vous voulez, la fiscalité, bon, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très préoccupant, c'est la volatilité des règles. L'absence de lisibilité, ça, tous les acteurs économiques s'en plaignent, et c'est absolument caricatural dans le domaine de l'immobilier, et notamment pour la réforme des plus-values immobilières. On assiste, si vous voulez, à une réforme qui est en fait remise en cause par une réforme l'année suivante. On vit aujourd'hui sur une instruction du 9 août à la suite de la dernière réforme voulue par le président de la République. Et il faut savoir quand même que cette instruction est basée sur une réforme qui n'a pas été votée par le Parlement. Donc c'est quand même très curieux. C'est une première historique. C'est une première historique. On a une instruction qui fixe les règles sans que la loi, alors que c'est la loi qui doit fixer les règles de l'impôt, hein, selon la Constitution, sans que la loi ait validé cette réforme. Donc ça pourrait évoluer entre le moment où on lance cette mesure et au moment où ça sera voté. Les députés pourraient revenir sur certains critères. Tout à fait. Les notaires aujourd'hui perçoivent la plus-value immobilière qu'ils reversent au Trésor en fonction des nouvelles règles qui sont officialisées par l'instruction. Et on ne sait pas du tout, enfin il faut espérer évidemment que ces nouvelles règles seront avalisées par la loi de finances, mais aujourd'hui il n'y a pas de certitude. Alors Laurence, on est là aussi pour parler investissement, épargne. Oui. Quand on achète un bien immobilier, pour ceux qui considèrent un achat, justement comment est-ce qu'il faut prendre en compte cette taxe immobilière? Est-ce qu'il y a un moyen de l'anticiper, d'anticiper son évolution? Difficile, hein, anticiper l'évolution, on ne peut pas. Il faut prendre en compte en effet tout dans un achat, le prix d'achat, les frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de transaction et les droits de mutation. Et là, il faut rappeler que le gouvernement souffle vraiment le chaud et le froid. Il diminue les droits sur les plus-values, mais il augmente les droits de mutation. Donc maintenant, à partir du 1er janvier, quand on va acheter un appartement ou une maison, on va payer plus cher, 0,8% de plus sur les frais de notaire. Donc ça, c'est déjà une moins bonne nouvelle. Et puis, il faut prendre, c'est vrai, en compte les charges de copropriété qui sont plus importantes pour un propriétaire que pour un locataire, la taxe foncière qui existe pour le propriétaire, qui n'existe pas pour le locataire. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup de propriétaires un petit peu justes, en ce moment, souffrent. Monsieur Philippot, à propos de chaud et de froid, vous avez dû entendre parler de cette réflexion qui émane de plusieurs organisations, dont le Conseil d'analyse économique, taxer les propriétaires qui auraient fini de rembourser leur logement. Voilà, vous êtes propriétaire après 20 ans, 30 ans, et on vous taxerait sur la base d'un loyer fictif. Vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait. C'est un projet absolument fou. C'est pas une légende en fait? Non, non, c'est pas une légende. Il y a un rapport très officiel qui a été remis au gouvernement en ce sens. Il y a des pays qui font ça? Ça s'est fait en France dans le passé, mais déjà c'est un projet fou parce que moi je ne vois pas le gouvernement expliquer à des accédants à la propriété qu'on fait quand même un effort considérable pendant des années, parfois des dizaines d'années, pour accéder à la propriété et qui soufflent enfin, une fois que leur prêt est remboursé, leur expliquer qu'à la suite il faudra payer une taxe sur un loyer fictif. Donc
Je crois que c'est vraiment pas raisonnable et je pense que j'espère que ce projet ne sera pas mis en œuvre. Et de toute façon, sur le plan technique, je ne suis pas sûr qu'il soit très pertinent dans la mesure où on ne peut taxer qu'une valeur nette. Or, si on taxe un loyer fictif, il faudra permettre aux occupants, aux propriétaires occupants, de déduire toutes les charges. Et est-ce que au final, ce sera intéressant pour le budget de l'État? J'en suis pas du tout certain. Laurence, vous avez entendu parler aussi de cette idée? Oui, ça a été développé par le Conseil d'analyse économique, qui est un conseil qui est à côté du gouvernement, qui est censé donner des idées au Premier ministre. Donc c'est lui qui l'a inventé au nom un peu d'une construction intellectuelle sur la neutralité des revenus des placements. Il faudrait imposer tous les placements de la même façon. Et l'achat de sa résidence principale, ça serait une sorte de placement fictif. Je partage complètement l'avis de M. Philippot. Je ne crois pas que le gouvernement s'engagera dans cette voie. Ou alors on va vraiment vers des jours difficiles. Malgré toutes ces hausses de taxes, ces idées, hein, on n'est pas sûr en effet qu'elles s'appliquent, et ces difficultés à devenir propriétaire, est-ce que vous sentez un plus grand désamour des Français pour l'immobilier? On sait que les Français adorent la pierre. Qu'est-ce que vous observez, vous, en tendance sur les dernières années? Non, je crois que les Français restent très attachés au placement immobilier, à la pierre, et ils ont raison, parce que finalement, c'est un placement qui donne une certaine sécurité. On l'a vu avec la crise financière de 2008, ses répercussions, etc. Mais paradoxalement, on a l'impression que les pouvoirs publics font tout pour décourager les gens d'acheter de la pierre. Donc c'est quand même assez paradoxal, alors qu'on devrait au contraire faire en sorte d'encourager ce placement. Vous pensez qu'il y a une vraie politique? Les chiffres depuis le début de l'année ne sont pas bons. Hein. Le nombre des investisseurs dans le neuf a baissé de 40% à peu près. Ça c'est quoi? Alors, non pas parce qu'il y a un bon dispositif. Le Duflot, bon, on critique, mais pour une fois, c'était un bon dispositif. C'était un cellier bis remanié intelligemment, en encadrant même un petit peu plus les loyers. Mais on inquiète tellement les propriétaires en leur disant le locataire va pouvoir tout faire, rester dans les lieux même s'il ne paie pas, il va falloir payer des taxes de tous les côtés. Que bon, les Français sont tentés d'y aller et en même temps ils hésitent, donc ils ne décident pas, ils attendent. Au final, il y a une espèce de paradoxe, hein. On passe des mesures pour essayer de protéger les plus fragiles, ceux qui ont le plus de difficultés à accéder à un logement, que ce soit en tant que locataire ou propriétaire, et vous nous dites finalement ça risque d'obtenir à moyen terme le résultat inverse. Oui, mais là aussi, il y a un phénomène qui est très inquiétant, qui est l'absence de lisibilité, encore une fois. Sur le plan technique, les préfets ont la possibilité de moduler les loyers plafonds du dispositif Duflot, si vous voulez, en fonction de la situation de la région. De telle sorte qu'aujourd'hui, les promoteurs sont dans l'incapacité de donner à leurs clients le loyer de sortie qui sera applicable après quand l'immeuble sera construit. Donc ça, c'est pas possible. Et il y a aussi la nouvelle réglementation des loyers du projet Allure qui s'appliquera aussi aux locaux neufs. De telle sorte qu'il y a une double incertitude. À la fois, on ne connaît pas forcément l'arrêté du préfet dans le département, et en même temps, on ne connaît pas non plus la nouvelle réglementation des loyers. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes pour un loyer de sortie quand même de quelqu'un qui investit dans l'immobilier et qui a besoin quand même d'avoir une certaine visibilité sur ses revenus, d'autant plus que lui-même souvent emprunte. Donc voilà, ça colle pas. Et dans le même temps, on a besoin de logements. Il faut rappeler quand même la promesse du président de la République qui était de créer 500 000 logements. On en a fait, l'année dernière, je crois qu'on en a fait 300 000 et on sera en dessous de 300 000 cette année. Donc on accroît le déficit de logement, quoi. Et donc de mal logés, et ceux qui en souffrent, c'est les plus modestes. Si on finit par un palmarès, Laurence, les plus grandes villes, en fait, les villes où il fait le mieux vivre et le moins bon vivre, parmi les grandes villes. Alors sur les taxes foncières, oui, ce que j'annonce dans ma page, que j'ai repris en fait l'enquête réalisée par l'UNPI sur les taxes foncières. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'on peut trouver aussi le lien voilà. Sur le site du Point et sur le... Absolument, on peut basculer sur le site de l'UNPI et qui vous donnera l'évolution de la taxe foncière sur les 50, combien de villes, monsieur? Oui, les plus importantes. Vous aurez l'ensemble du dossier sur la période de 5 ans visée par l'Observatoire. Alors, pour savoir si vous habitez dans une bonne ville ou pas, Laurence, quelques exemples emblématiques dans le haut et le bas de tableau. Alors, Paris, par exemple, où la taxe foncière a augmenté de 48%. Oui, ça, les Parisiens l'ont vu passer. Hein. Alors, ils ont eu une forte hausse, mais ils restent quand même avantagés parce qu'ils ont une taxe foncière faible. Ça s'applique sur une base faible. On paye que 635 € pour un couple avec 2 enfants en moyenne à Paris, contre 1300 à Montpellier, par exemple. Donc, malgré 48% de hausse, il fait bon vivre à Paris.
En revanche, à Strasbourg, on est à plus 12%. Et sur une base faible aussi, hein, 685. À Nantes, la ville du Premier ministre, 1000 euros. C'est un peu plus cher. 1000 euros et plus. Ça se paye de vivre dans une ville de Premier ministre. Voilà. Et puis, c'est Montpellier, là, je crois, qui est un peu au banc, avec 1305 euros de taxes, qui est quand même assez élevé. Quand même. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur cette hausse des taxes foncières au cours des dernières années. Hein. C'est un phénomène qui ne s'est pas ralenti. On verra ce qui arrive dans les prochaines années. C'est un phénomène qui est endigué. Merci en tout cas à vous deux pour vos explications. Merci. Merci à vous pour votre attention et toutes vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure.